Welcome, everyone. I'm Peter Limbrick, and I'm a professor in the Film and Digital Media Department at the University of California, Santa Cruz. I'd like, first of all, to thank Bonjour you tout le all. monde, je m'appelle Peter Limbrick et je suis professeur au département de film et digital media à l'Université de Californie Santa Cruz. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe d'Art East et aussi Gino Choueiri, Beth Stryker et Jordan Lee Thompson pour leur travail inlassable dans la mise en place du programme. Un merci spécial à notre binôme de traductrices, Aya Eldika et Karine Khouri, pour leur effort à rendre cet événement bilingue en français et en anglais. Si vous préférez écouter en français, vous pouvez rejoindre donc le lien Zoom français dans le chat. Et voilà, pour rejoindre le lien Zoom en français. Archives cinématographiques, préservation et circulation au Maghreb est présenté dans le cadre d'Alternatives Alternatives Archives ou Archives alternatives, une série de programmes qui explorent les thèmes de la narration, de l'archivage et de l'évolution des technologies dans le monde numérique en ce qui concerne l'Asie du Sud-Ouest et l'Afrique du Nord. Alternative Archives est présenté par Arte East en partenariat avec l'Arab American National Museum, le Kevorkian Center pour les études sur le Proche-Orient à New York, le musée Shangri-La pour les arts, culture et design islamique et le musée d'art du Honolulu. Ce programme est co-parrainé par le Centre pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de l'Université Santa Cruz. Ce panel contribue à la réflexion approfondie d'Arte East sur ses propres archives qui comprennent plus de 20 ans de travail associé à la programmation d'Arte East. Aujourd'hui, ces archives constituent une ressource précieuse pour tous ceux qui aiment et celles qui aiment le cinéma de la région. Ce programme est l'un des nombreux événements et activités conçus pour attirer l'attention sur Art Archive et sur les manières dont il pourrait continuer à être une ressource pour l'avenir. Lorsque j'ai commencé à planifier ce programme, j'ai été frappée par deux choses, la profondeur et l'étendue de la programmation d'Arte East, qui a été tout simplement extraordinaire tout au long de 20 ans. J'ai beaucoup bénéficié de cela en présentant aux étudiants des films qu'Arte East a mis à disposition dans ses programmes, en faisant des recherches comme le cinéma féminin de James Neal de Tanger à Téhéran ou le programme révolutionnaire Mapping Subjectivity de Rasha Salti. Les films qu'Arte East a montrés ont le potentiel de dynamiser les étudiants en cinéma, d'enrichir tous ceux et celles qui les rencontrent, surtout à une distance géographique où ils ont été réalisés et qu'ils représentent d'une façon si belle. Une deuxième chose m'a aussi frappée, la fragilité de certaines facettes de l'histoire du cinéma arabe et l'urgence de la préserver, la restaurer, la faire recirculer. Et même si des plateformes aux États-Unis comme Netflix ou Criterion rattrapent tardivement l'existence du cinéma arabe, il y a des milliers d'autres films de la région qui restent au-delà du champ de vision des spectateurs. Aussi, nos guides sur ces films, les cinéastes eux-mêmes travaillent souvent dans l'obscurité ou dans l'anonymat et nous quittent trop tôt. La richesse de l'héritage cinématographique arabe et l'urgence de le reconnaître et de s'y engager est l'une des impulsions qui sous-tendent mon dernier livre sur les films de Moumen Smihi et leur relation avec le cinéma arabe et mondial. La première partie de ce programme a donc commencé le 15 octobre avec un dialogue autour de mon livre récent, Arab Modernism as World Cinema, The Films of Moumen Smihi, donc avec Smihi lui-même et Tarek El-Haïk. Vous pouvez trouver cette conversation sur le même site d'événement Art Archive où vous êtes inscrit à ce programme et sur la page Facebook d'Arte East dans un article du 15 octobre. Donc, il y a le chat et si vous êtes curieux à propos du livre, il y a aussi un lien pour cela.
pour la deuxième partie du programme, qui se poursuit jusqu'à minuit, heure orientale, mon désir était de mettre en avant certains des travaux incroyables effectués avec d'autres archives qui croisent celles d'Artist. Donc, mes panélistes, les membres de cette réunion aujourd'hui, sont le directeur de la Cinémathèque de Tanger, Sido Lansari, c'est un commissaire et chercheur indépendant. Sido Lansari, le directeur, et Léa Morin, commissaire et chercheuse indépendante basée en France et au Maroc, et Touda Bouanani, vidéaste et conservatrice des archives de sa famille à Rabat. Aujourd'hui, nous parlerons de leur travail avec l'héritage du cinéma nord-africain et de leur tentative pour préserver et faire recirculer des films importants, rares et révolutionnaires. Vous pouvez toujours voir une partie de ce travail. Donc, pendant environ 9 heures aujourd'hui, vous pouvez visualiser 2 films d'Ahmed Bouanani, 6 et 12, et Mémoire 14, et un long métrage restauré de Mustafa Darkawi, About Some Meaningless Events. Ils sont disponibles sur la page Arte Archive avec un petit don ou gratuitement. Je veux présenter les membres du panel. Après cela, ils présenteront chacun leur travail. Je leur poserai des questions. Ensuite, nous ouvrirons le chat ou la conversation en ligne. Nous allons prendre note des questions. Vous pouvez les écrire dans le chat et je les transmettrai. Je transmettrai autant de questions que possible. Donc, Sido Mohamed Lansari est directeur et responsable de programmation à la Cinémathèque de Tanger. C'est la première salle de cinéma et centre d'art et de films, d'art et d'essai d'Afrique du Nord. Depuis 2019, il est titulaire d'un master en marketing et gestion culturelle. 2011, il rejoint l'équipe de la Biennale d'art contemporain. Il est aussi membre du réseau Arab Alternative Screens ou écran alternatif arabe. S'il doit voyager aujourd'hui, donc nous avons donc enregistré notre conversation il y a quelques jours via Zoom. Touda Bouanani est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux en 1994 à travers une approche singulière et un dévouement à l'œuvre littéraire et cinématographique de son père, l'artiste Ahmed Bouanani. Elle explore la photographie, le dessin, pour recréer, réassembler un univers familial où l'histoire rencontre la fiction. Léa Morin est commissaire d'exposition et chercheuse indépendante. Elle est cofondatrice de l'Observatoire Art et Recherche à Casablanca. Elle est engagée dans des projets d'édition, d'exposition et de restauration qui rassemblent chercheurs, artistes et praticiens du métier. Elle est surtout spécialisée de l'époque décolonialiste. Elle s'intéresse particulièrement à la circulation des idées, des formes, des esthétiques et des luttes politiques et artistiques à l'époque des mouvements indépendantistes. Elle est l'une des directrices de Talifa, une organisation à but non lucratif consacrée à la préservation et la redistribution des archives cinématographiques. Sido, I wonder if you could tell us first a little bit about the Cinémathèque de Tanger. Sido, donc là, sans nous attarder plus, je passe. Donc, alors Sido, je me demande si tu pourrais nous dire d'abord un peu sur la Cinémathèque de Tanger. Comme vous êtes le directeur, bon, merci de m'avoir d'abord invité. Je préfère montrer des images de la Cinémathèque plutôt que d'en parler. Donc, je vous laisse regarder. Une petite vidéo que nous avons préparée il y a quelques années. Bienvenue à la Cinémathèque de Tanger. Donc, la Cinémathèque de Tanger est une salle de cinéma à Tanger. Elle est unique au Maroc. C'est un cinéma d'art et d'essai avec une grande et petite salle de projection, une bibliothèque, une collection de films et un café. La Cinémathèque habite un bâtiment, est basée dans un bâtiment historique au centre-ville de Tanger, le cinéma Riff, où vous pouvez regarder des comédies, des westerns, des thrillers, des films de science-fiction, des documentaires classiques, d'animation, des films. Sometimes the movies are very long or very short. Sometimes they're in between. Parfois, les films sont très longs ou très courts. Parfois, ils sont entre les deux. Au cinéma, il y a
Les films sont marocains, japonais, égyptiens, indiens, français, libanais, espagnols, italiens, everywhere. de partout. Sometimes the films are in black and Parfois, les white. films sont Sometimes en very noir et colorful. blanc, parfois ils sont en Sometimes couleur, they are very chatty parfois ils sont très bavards or quiet, ou alors very silencieux, quiet. très, très silencieux. Lots of different people come to the Tangier Cinematheque. Beaucoup de gens différents viennent à la Short Cinémathèque de people, Tanger, very tall, de grande taille, to de watch petite movies, taille, to très hang grands ou out, très petits, to discover pour regarder des something, films, pour or just sortir, to have a coffee. The Tangier Cinematheque is home to a film ou juste pour archive. prendre un café. La Cinémathèque de Filmmakers have Tanger entrusted abrite us une their archive films, cinématographique. digitized, Les preserved, cinéastes nous ont and confié shared. la numérisation de leurs films, les conserver et les partager. There are movies from 1901, Il y a des 1935, films de 1901, de 1996, 1935, 2005. 69, 96, Sometimes 2005. the Tangier Cinematheque is invited Parfois, la to Cinémathèque de Tanger est invitée à Paris, Paris, Miami, Porto, Miami, Porto, Dubai, Dubaï, Marrakech. Today, l'Amérique, the les Tangier États-Unis. Cinematheque depends on Aujourd'hui, la people Cinémathèque who de watch Tanger dépend movies, des gens qui regardent les people films, who have a coffee, les gens qui prennent people who un buy café, t-shirts, white, qui achètent les blue, t-shirts, red, blanc, bleu, yellow. rouge, At the Tangier Cinematheque, jaune. people see friends, La Cinémathèque de Tanger, les watch gens movies, rencontrent des amis, regardent des make new films, friends, travaillent, se stop font de by, nouveaux amis, take photos, s'arrêtent or pour prendre just des photos have a coffee. ou juste prendre un café. So thanks. I think that shows really Donc, merci. Je pense que ça montre vraiment le genre et le dynamisme de l'espace, de l'institution. Je sais ça par expérience personnelle. Donc, ça donne vraiment l'impression que c'est un centre au milieu de Tanger. La présentation montre beaucoup parle beaucoup sur les types de projections de films. Vous avez qui font que c'est un centre social pour les gens aussi. Pouvez-vous nous dire un peu à propos de la collection de films et comment ça s'est produit, comment... Donc, nous avons beaucoup de travail, nous faisons beaucoup de choses à la fois, disons que c'est plusieurs emplois au même endroit. Nous sommes un théâtre d'art et d'essai, un espace de conservation, d'archivage, une cafétéria, etc. Donc, on essaie de collecter, de préserver tout le matériel différent sur les archives, la photographie, les films, les scénarios. Nous essayons d'avoir cet espace pour les gens et pour leurs archives. Nous travaillons beaucoup avec des archives d'amateurs. Donc, c'est ainsi que nous avons commencé. Au début, il y a 15 ans, donc au début de la Cinémathèque, nous n'avions toujours pas une cinémathèque en tant qu'institution. Depuis quelques années maintenant, nous avons des projets, mais rien de très officiel avec toutes les ressources dont nous avons besoin au Centre cinématographique marocain. C'est ainsi que nous avons commencé, juste en collectionnant, parce qu'il y avait cette urgence d'avoir un endroit sûr pour garder toutes ces archives qui sont entre des mains sûres. C'est ainsi que tout a commencé et pourquoi nous continuons à le faire. Nous l'avons fait un peu occasionnellement au début, presque par hasard, et nous le faisons toujours puisque nous n'avons pas cette structure officielle au Maroc. Je suis sûre que si un jour nous avons une cinémathèque officielle au Maroc, je suis sûre que nous allons continuer d'être un espace alternatif d'archives alternatives pour les vidéastes, les photographes d'art, etc. C'est ainsi que nous travaillons beaucoup avec des archives d'amateurs aussi, juste pour ouvrir nos portes à toutes sortes d'images. C'est ainsi que nous dirigeons cet espace, que nous entrons que nous établissons une réflexion à propos de qu'est-ce que les archives pour nous, qu'est-ce que ça représente.
pour nous aujourd'hui. Donc, est-ce que les gens viennent vers vous avec du matériel? Est-ce que vous trouvez que les gens vous considèrent comme un endroit pour déposer un matériel qu'ils pourraient avoir? Quel genre de matériel, au fait? Est-ce qu'ils t'apportent des films ou d'autres choses? Nous avons beaucoup de matériaux différents, des films, de cinéastes, de producteurs, distributeurs, mais aussi des archives. Nous avons toujours, nous avons toujours été ouverts à recevoir tout ce genre d'archives. Nous appelons également, enfin, nous demandons à les récupérer juste pour rappeler aux gens qui n'ont pas besoin de se séparer de tout ce matériel. Ce n'est pas un truc à jeter, ce n'est pas de la poubelle. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui cette collection très riche de photographies, de films, de livres. Là, j'ai beaucoup de livres derrière moi. Vous voyez, nous sommes nous sommes toujours ouverts à recevoir plus. Donc maintenant, beaucoup d'entre nous qui sommes chercheurs, moi y compris, ont accédé à cette collection. Comment voyez-vous cette question d'accès? Pour qui collectionnez-vous? Comment négociez-vous avec les gens qui viennent utiliser l'espace, voir le travail? Donc, nous avons toutes ces archives à utiliser, bien sûr, pas seulement pour les avoir et pour fermer les portes. Cette idée de porte ouverte est très fondamentale pour nous, pour donner accès à toutes nos archives, pour la recherche, pour les étudiants. Donc, nous avons une université, une faculté du film documentaire à seulement 1 heure d'ici, à Tétouan. Ils utilisent beaucoup ces archives dans leurs recherches, dans leur programme de maîtrise. Il est également ouvert uniquement au public. Et donc, si vous êtes curieux, vous êtes un touriste, vous êtes curieux de savoir plus sur le cinéma à Tanger, eh bien, c'est ouvert pour tous. Nous essayons de montrer notre collection au théâtre, des projections, notre collection d'archives. Nous faisons des films que nous montrons, que nous partageons aussi sur les réseaux sociaux, juste pour être ouverts et dire à tout le monde que c'est quelque chose de très vivant. Ce n'est pas seulement le passé, c'est le présent. C'est aussi notre avenir. Et c'est vraiment important parce que je pense que c'est des archives d'État officielles dont tout le monde a souvent des problèmes. Donc, d'avoir ce niveau d'échange avec le public. Comment, est-ce que ça aide le fait que vous soyez physiquement basé au centre de Tanger? Donc être dans ce bâtiment, oui, bien sûr, les gens viennent parce que nous sommes dans le centre-ville, nous sommes dans un immeuble ancien, vintage. Donc tout cela attire les gens ils sont curieux, ils veulent savoir plus. Il y a beaucoup de cinéma au Maroc. Nous avons une identité. C'est pas des affiches, mais il y a du cinéma à la cafette, à l'extérieur du bâtiment. Et c'est ouvert. Bon, quels sont les problèmes que vous rencontrez? Quand vous collectionnez des matériaux différents, donc le cinéma a certains types d'exigences de conservation du celluloïd, par exemple. Nous considérons le numérique comme étant la réponse à tout sauf à l'archivage. Donc le matériel numérique a des problèmes. Et aussi des problèmes de longévité. Comment négociez-vous ces questions? Donc, le principal problème, c'est que c'est l'argent, les finances. Nous sommes totalement indépendants, il nous faut beaucoup d'argent, avoir tout cet équipement, toutes ces ressources humaines pour s'occuper des archives. Donc, le seul problème, le problème principal, c'est ça. Nous avons beaucoup de créativité à l'équipe, des subventions, un certain soutien. Donc, par exemple,
l'ambassade des États-Unis au Maroc, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons tout ça, mais aussi nous demandons que les archives numériques, comment les traiter, comment faire le travail d'archivage pour les films que nous projetons actuellement. Donc, c'est ça. C'est une question dont on a vraiment conscience et dont nous sommes tout à fait conscients, et nous essayons d'avoir tout cet équipement, toute cette stratégie. Par exemple, nous croyons que pour le format donc vidéo d'artiste, le fait qu'il n'est pas dans les musées ni dans les galeries, donc nous essayons d'avoir cette partie, que notre collection soit dédiée à la vidéo artistique. Les artistes marocains n'ont pas les alternatives de mettre leur travail dans un endroit sûr. Donc, nous essayons d'être cet espace alternatif pour eux aussi. C'est l'idéologie que nous avons, être alternatif, être là, être présent là où on a besoin de nous, là où c'est urgent, et là où on peut être utile. Vous avez dit plus tôt que, dans une certaine mesure, votre archive est un peu accidentelle. C'était par hasard. Certaines choses ont été déposées intentionnellement, peut-être qu'il restait d'autres choses. Cela s'est produit partout dans le monde, par exemple. Ça a commencé par des distributeurs ou des sociétés de cinéma. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour négocier, par exemple, sur les droits d'auteur, de préservation, tout ça? Donc, pas vraiment. Nous ne faisons pas cela parce que nous travaillons avec des personnes totalement conscientes de la situation au Maroc. Vous êtes un cinéaste arabe, alors tu souhaites une copie de votre film, que ce soit dans un espace sûr, dans un endroit sûr ici au Maroc, et un jour, si tu perds de cette copie, etc. Donc, c'est la même relation que nous avons avec les auteurs, avec les distributeurs. Ils savent. Il y a cette solidarité entre nous, et ils savent aussi que nous n'allons pas l'utiliser avec une mauvaise intention ou dans un mauvais, disons, pour une mauvaise cause, à de mauvaises fins. C'est juste pour préserver. Donc, dernièrement, selon vous, quelle est la question la plus urgente ou le problème en tant qu'archiviste? Donc, pour exemple, vous avez beaucoup de cinémathèques autour du monde qui ont beaucoup d'espace, pas seulement dans le bâtiment, donc des espaces pour la préservation. Oui, nous avons besoin de cela, nous avons besoin d'espace, plus d'équipements pour garder et préserver plus de films, plus de matériel pour recevoir les films. C'est une urgence. Nous y travaillons, nous essayons avec des artistes, des cinéastes marocains, juste pour imaginer un jour que nous aurons un plus grand espace pour tout préserver. À Tanger, c'est une ville humide. Nous avons donc besoin de beaucoup d'argent, de fonds, de ressources pour avoir tout ça. Donc, nous espérons que vous allez pouvoir trouver tout cela. Merci. Merci à Sido et merci à notre spectateur. La qualité de son n'était pas géniale. Donc, vite fait, si vous avez une question, n'hésitez pas à la publier dans le chat et nous allons parler d'autant de nombre de questions possibles. Si vous voulez écouter en français, vous pouvez choisir donc le symbole du globe en bas de l'écran
pour choisir l'interprétation française. So now we will move to our next Alors presenter. maintenant, nous allons passer vers notre intervenante suivante qui est Touda Bernani qui vient de Rabat et nous attendons vraiment à écouter beaucoup d'informations qui viennent de Touda et ceci à propos de son travail sur les archives de Bologne. Allez-y Touda, la parole est à vous. We may have temporarily lost Tuda. Je pense que nous avons perdu Touda. I'm going to suggest Leah, if I can- Alors, Léa, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons continuer directement avec vous et appeler après, nous allons avoir Touda. Nous espérons avoir alors Touda en ligne avec nous vraiment rapidement. Alors Léa, allez-y, la parole est à vous. Oui, avec plaisir. J'espère que ça marche. Merci beaucoup, Peter. Merci, Artiste, pour l'invitation. Je vais tout de suite essayer de partager mon écran. Voilà, j'espère que tout fonctionne pour vous. Et donc oui, ce que je vais essayer un peu de partager avec vous pour cette courte présentation qu'on pourra bien sûr prolonger dans la discussion, ce sera de parler du travail de préservation des archives cinématographiques, des archives qu'on peut dire non alignées ou non dominantes, dans le sens où ce ne sont pas les archives qui vont dominer l'écriture des histoires de l'art ou des histoires du cinéma. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu brièvement à la fois des gestes, c'est-à-dire les pratiques, les méthodes, et la pensée de ce que peut être cette préservation, parce que je pense que dans la réflexion sur ces archives et aussi sur leur préservation, c'est assez important de penser les spécificités ou la particularité et la place de ces archives, que je disais donc non alignées ou non dominantes, parce qu'elles viennent documenter des histoires qui sont invisibilisées, marginalisées, que ce soit de par leur géographie de production, puisque ici on va parler particulièrement d'archives d'Afrique du Nord, ou de part aussi de leur contexte spécifique de production. Par exemple, qu'on produit en contexte militant ou en contexte de lutte décoloniale. Quand j'utilise le terme préservation, la préservation des archives, je parle aussi bien des actions de conservation, dont on vient de parler un petit peu Sido, de restauration, donc c'est ce qu'on voit à l'image, mais aussi de la diffusion et de la circulation de ces films. Et d'ailleurs, pas seulement des films, parce que Touda pourra dire beaucoup de choses sur ça quand elle interviendra, mais il ne s'agit pas que des films, mais aussi de tous les objets, les papiers, les photographies, les documents, toutes ces matières, toutes ces traces en fait, qui accompagnent les films et qui participent eux aussi de cette tentative d'écriture d'une histoire décoloniale du cinéma. C'est-à-dire une histoire qui est absolument capable de prendre en compte ses trous, ses manques, et puis de rétablir en son centre des cinémas qui ont été longtemps non considérés. Et c'est ce qu'on va tenter de restaurer justement à travers les différents exemples que je vais montrer, qui sont les films du programme en fait. Je viens de montrer quelques images de 2 films qui sont dans le programme qu'a proposé Peter. Donc c'est ce qu'on va tenter de restaurer, ou plutôt ce qu'on tente de restaurer à travers ces différents projets. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de restaurer des films ou une histoire du cinéma, mais finalement restaurer aussi des bouts d'histoire politique et d'histoire esthétique qui ont été trop longtemps marginalisés. Donc à l'image de ce travail que vous voyez à l'image là de recherche, parce que c'est avant tout un travail de recherche, puis de restauration qu'on a mené pour le film de Djoura Abouda et Alain Bonamy, Ali au pays des merveilles. Et la même chose pour le film de Mustapha Derkaoui, sur l'image qu'on voit ici. À droite, sur cette photographie de tournage, on est sur le plateau du premier long métrage du grand cinéaste marocain Mustapha Derkaoui, le réalisateur du film de quelques événements sans signification, qui est aussi dans ce programme. Et là, ce qu'on voit, c'est le premier scan, la première numérisation du négatif retrouvé de son film, dans une scène où il apparaît lui-même. Donc on voit encore Mustapha Derkaoui au milieu de l'image. Donc je vais dire quelques mots un peu sur la restauration de ce film. Moi, je rencontre Mustapha Derkaoui en 2014, chez lui à Casablanca, au départ dans le cadre de recherche sur l'histoire du cinéma et dans la perspective d'un programme de film. Et à ce moment, je l'interroge sur son premier film, puisqu'il est assez mythique, il est connu que son premier film, de quelques événements sans signification, qui a été tourné en 1974 à Casablanca. Donc ce film n'existe plus, on ne peut pas trouver de copie de ce film au Centre cinématographique marocain. Donc au départ, c'est cette absence qui va particulièrement m'intéresser, puisque
j'avais commencé cette recherche ou cette exploration d'une histoire du cinéma par ses absences, ce que je disais un petit peu en introduction. C'est-à-dire essayer de travailler à partir des traces restantes pour essayer de reconstituer un certain cinéma qu'on disait perdu ou oublié. Parce que j'avais l'intuition à ce moment-là qu'il était traversé par quelque chose de beaucoup plus complexe, je pense, qu'un simple effacement de l'histoire. Et donc, ce film, Mustapha lui-même ne sait plus où sont les négatifs originaux du film. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas qu'il ne sait plus, mais c'est que le laboratoire qui avait développé le film dans les années 70 en Espagne avait fait faillite dans les années 90. Et puis, le film n'avait jamais été montré, quasiment, depuis 1975. Et c'est donc cette absence du film que je trouve vient vraiment violemment s'opposer aux traces qui, elles, perdurent du film. C'est-à-dire que tout le monde raconte, voilà, on a vraiment les souvenirs d'un tournage absolument hors norme, de cette volonté d'un cinéma nouveau. Il y a l'implication de toute une génération d'artistes, d'activistes, de militants marocains. Il y a cette expérience assez unique aussi, collective, participative. Il y a un mode de production unique. Enfin, moi, je pourrais dire énormément de choses sur le film. Puis, il y a bien sûr son interdiction. Donc, il était resté comme ça un objet assez mythique. Et c'est vraiment une expérimentation complètement unique, avant-gardiste, donc au cœur des années 70 à Casablanca. Et voilà, et ce film perdu, interdit, il restait une copie survivante, rouge, en très, très mauvais état. On entendait à peine le son. Et par contre, je vais retrouver énormément de documents, des revues de presse, j'ai mené énormément d'entretiens autour du film. Il y a une énorme archive photographique chez le frère de Mustapha Derkaoui, Abdelkrim. Et même dans le grenier de Mustapha, on va retrouver beaucoup de traces comme ça pour commencer cette reconstitution. Et puis finalement, en 2016, après plusieurs échanges avec des laboratoires en Espagne, à la recherche de la société qui aurait récupéré le laboratoire qui a fait faillite. Voilà, il faut faire un peu une enquête pour essayer de retrouver ça. J'apprends avec grande joie que le film est finalement arrivé, après un long périple, à la Cinémathèque de Catalunya, à Barcelone. Donc, ce que vous voyez là, c'est la première photo qui a été prise par l'archiviste et le mail que m'a adressé la conservatrice avec la liste des éléments dont il dispose. Et si je partage ces images, c'est que vraiment, c'est un moment important. C'est vraiment à ce moment-là, peut-être même avec cette image précisément, que je pense que vraiment est venue l'importance de prendre soin de ces bobines et de ne surtout pas s'arrêter là. J'avais fait des mois de recherche sur le film, mené de nombreux entretiens. Donc, bien sûr, cette matérialité-là qui est face à moi, je la vois vraiment très, très différemment. Ce que je vois à travers même la bobine, c'est la difficulté qu'a eu ce film à exister, son oubli bien sûr, toutes les étapes assez terribles pour son créateur et pour l'équipe du film, et tout ce qu'ils ont donné en fait pour que ce film existe, soit cet objet qu'on voit là à l'image. Et puis surtout, ce que je voyais à travers cette bobine, c'est tous ces incroyables et presque insensés, je dirais, espoirs, les espoirs politiques, esthétiques que toute l'équipe avait portés vers ce film. Ils avaient porté en ce film, c'est-à-dire les espoirs tout simplement d'une révolution culturelle, d'une révolution politique. Donc voilà, face à la pellicule, on se retrouve finalement face à la matérialité d'une histoire. C'est assez renversant. Donc là, c'était devenu très clair qu'il fallait le restaurer. Il fallait le confier à des professionnels, à des techniciens de la restauration, qui allaient le prendre en charge, qui allaient lui permettre d'être à nouveau ce qu'il avait été quand toute cette équipe de cinéastes un peu rêveurs avait voulu le faire exister en 1974. Et c'est ce qu'ont fait les équipes de la Filmoteca de Catalunya. Et je connaissais donc une grande partie de l'histoire de cette pellicule. Elle avait vraiment voyagé, traversé des épreuves, toute cette interdiction. Et c'est une histoire qui est inscrite en elle. Je voulais peut-être, si j'ai le temps, raconter un peu le cheminement de cette pellicule pour qu'on comprenne aussi ça. C'est-à-dire que le film, déjà, il y a la pellicule en elle-même. La pellicule a été achetée en Europe de l'Est. C'est d'ailleurs là que le directeur du CCM, en allant acheter une pellicule de bonne qualité et moins chère, qu'il a ramené les frères Derkaoui qui étudient en Pologne, il les a ramenés au Maroc. Le film a été tourné avec 2 pellicules différentes puisque le tournage devait être arrêté. Il fallait qu'ils gagnent de l'argent pour continuer le tournage du film.
Cette pellicule, ensuite, elle est partie pour développement et pour le gonflage en 35 mm en Espagne, chez Photofilm. C'était un laboratoire qui était connu pour être un laboratoire assez militant parce qu'il était spécialisé justement dans le format 16 mm. Le film, il a été monté entre Ain-Chok, donc un quartier de Casablanca, et Rome. Donc les Derkaouis sont allés aussi avec leur pellicule à Rome parce que entre-temps, ils avaient tourné un film en Irak pour le compte de la FAO à Rome et ils étaient en montage à Rome et ils ont profité de cette commande pour monter leur film. Et finalement, il est sous-titré à Paris pour la première du film, avant de revenir au Maroc, où une copie sera montrée clandestinement, puisqu'il a été interdit au festival de Rourebga et puis dans l'appartement des frères Derkaoui. Et voilà, et les originaux, eux, sont restés dans le stock du laboratoire Photofilm en Espagne. Et années 90, donc je disais plus tôt, c'est la faillite et ils sont restés comme ça des années dans des hangars avant que finalement la Filmoteca de Catalonia les récupère. Et voilà, si je raconte tout ça, c'est que la découverte de cette bobine, la perspective d'une restauration, après tout ça, non, c'était pas possible qu'après tout ce cheminement fait par cette pellicule, soit pas possible de s'arrêter là. Le film ne devait pas être relégué à l'oubli. Il fallait qu'il voyage encore. Et aujourd'hui, il est traduit dans plus de 8 langues. Il a été diffusé un peu partout dans le monde et est devenu, je pense, une sorte quand même de référence. Il a repris sa place dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il est vu, il est discuté, il est partagé, il est défendu. Donc, si je raconte cette histoire, et je ne vais pas être très longue non plus après ça, mais je vais dire encore un petit peu plus sur ce travail. Si je raconte cette histoire, c'est que cette absence donc, d'un film qu'on voit qui est absolument fondateur du point de vue de l'histoire politique, sociale et de l'histoire du cinéma au Maroc et même au-delà, ça interroge justement sur la possible écriture d'une histoire du cinéma qui puisse prendre en compte ces absences. Donc c'est un peu le projet que je mène, puisque ce qu'on voit à l'image là, c'est les frères Derkaoui quand ils étudient en Pologne. Ce qu'on sait, c'est que tous ces jeunes cinéastes, à l'indépendance du Maroc, vont faire des formations en école du cinéma, souvent à l'étranger. Et quand ils rentrent au Maroc, leur objectif, c'est de venir justement décoloniser la culture, penser une narration qui leur soit propre. Mais très vite, ils vont se heurter, c'est l'exemple du film de Derkaoui, à la vision officielle de la société, de la politique, de l'histoire voulue par l'État, et aussi par les institutions coloniales qui perdurent. Donc ce décalage de vision se traduira par une série d'empêchements, c'est-à-dire que des films sont empêchés, des carrières sont avortées, des cinéastes prometteurs vraiment très importants n'ont jamais finalement pu réaliser le cinéma qu'ils voulaient. Donc ce projet de recherche que je mène propose de retrouver à travers ces différents morceaux d'images et ces absences ce cinéma qui a été rêvé et pensé, c'est-à-dire un cinéma qui propose une forme cinématographique qui s'ancre dans l'identité et la culture marocaine. On a l'exemple là d'un film perdu de Ahmed Bouanani, peut-être tout d'abord pour en dire un mot. Un cinéma qui soulève aussi des questions modernes, qui amène vraiment l'art marocain à l'avant-garde de la modernité. Là, c'est un exemple d'un film qui n'a jamais été tourné, donc c'est uniquement le scénario. Un cinéma qui s'attaque à des problématiques sociales, un cinéma radical, en lutte contre les modèles dominants, en lutte contre la colonisation culturelle. Un cinéma qui se rapproche de ce que pourrait être le troisième cinéma, à l'appel des Argentins, Guetino et Solanas, donc qui ne soit ni cinéma d'auteur, ni cinéma commercial, mais un cinéma qui n'hésite pas à expérimenter avec le langage cinématographique pour trouver sa propre voie. Voilà, pour retrouver un peu toutes ces traces et ce cinéma qui n'est que esquissé. Donc, il faut aller à la recherche de ces scénarios, de ces films inachevés, aller dans les revues. Là, c'est l'exemple de la revue Cinéma 3 qui est conservée aux archives Bouanani. Aller dans les catalogues, les articles de journaux et bien sûr interroger, mener différents entretiens. Là, ce que vous voyez à l'image, c'est un travail sur le film Les Enfants du Haus, qui est aussi un de ces films perdus de l'histoire du cinéma marocain que je cherche depuis très longtemps. Et Karim Idriss, le réalisateur de ce film, a aussi étudié en Pologne. On le voit là sur une image en Pologne. Donc, d'où l'importance d'aller aussi chercher dans le cinéma qui a été réalisé
à l'étranger par ces cinéastes, puisqu'on a pu retrouver avec ma collègue Marie-Pierre Boutier les films réalisés par Karim Idriss quand il était étudiant en Pologne. Et dans ces films, il y a son cinéma à venir, le cinéma qu'il aurait pu faire. Donc voilà, et de ces recherches, parfois, c'est non seulement des traces, mais des films qui émergent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur ces projets de restauration et que des films sont à nouveau rétablis dans les circuits de diffusion. Et donc, c'est le cas pour le premier film de Mustapha Derkaoui, de quelques événements sans signification. Voilà, c'était un peu l'histoire que je voulais vous raconter, mais on pourra prolonger ensuite. Merci. Thank you so much, Leah, for a beautiful. Merci beaucoup Léa pour cette présentation exceptionnelle et pour le travail important que vous faites. Alors nous avons Touda qui est revenu. Alors maintenant, je vais vous donner la parole et ceci afin que vous nous en disiez plus sur votre travail. Alors s'il vous plaît, juste un rappel à notre audience et s'il vous plaît, si vous avez quelconque question, écrivez-les dans la boîte de discussion et nous allons essayer de revenir vers toutes vos questions, ou la majorité de vos questions après la fin de nos présentations. Alors maintenant, Touda, la parole est à vous. Touda, je vois que votre son est déjà bonjour. coupé. Est toujours coupé, bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir. Vous m'entendez cette fois-ci? Bonjour, je m'appelle Touda Bouanani. Je suis la fille de Ahmed Bouanani, dont 2 films sont dans le programme, Mémoire 14 et 6 et 12. Je commence dans cet ordre-là parce que ce sont 2 films qui retracent l'histoire du Maroc, mais vus à travers un regard de Marocain. C'est très étrange qu'un pays ait une histoire, quelle qu'elle soit, qui ait le regard d'un autre. Et c'est cela, en fait, qui est au Maroc, mais aussi dans tous les pays qui ont été colonisés, que le premier regard qu'il y a sur leur pays est un regard d'autrui. Et Ahmed Bouanani a voulu rétablir ce point de vue en prenant les archives coloniales et en racontant une autre histoire à travers la poésie, à travers les légendes et à travers le regard de Marocains. Dans ce film-là, même Mémoire 14, il va aussi filmer de nouvelles images qui, à l'époque, étaient interdits, qui était le rapport à la République du Rif, dont il ne pouvait transcrire l'histoire dans ce film Mémoire 14. Et il est allé filmer des hommes et des femmes qui ont vécu cette période-là pour qu'ils soient présents. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que ces hommes et ces femmes nous regardent, nous les spectateurs. Et il y a une inversion du rapport spectateur et acteur. Dans 6 et 12, me paraît, même s'il a été fait avant, la suite en fait de Mémoire 14, c'est-à-dire le Maroc moderne, représenté par Casablanca. C'est un travail collectif qui a été fait avec Mohamed Abdelrahman Tazi et Rchish. Et c'est aussi un film qui fait référence à 2 autres films sur Berlin et sur Moscou. Toutes mes excuses, tout d'un coup, les noms m'échappent des réalisateurs. En tout cas, c'est 2 films qui ont été faits sur des villes. Toutes mes excuses. Ça, ces 2 films montrent l'intérêt et la place de la mémoire dans le travail de Ahmed Bouanani.
cette mémoire a été mise à mal par un incendie qu'il y a eu dans l'appartement familial en 2006, où étaient archivés, où ont été archivés toute la vie en fait de Ahmed et Naïma Bouanani, aussi son épouse, qui travaillait aussi dans le cinéma, qui était sa collaboratrice et la collaboratrice de nombreux autres réalisateurs, mais aussi costumière, décoratrice, productrice et actrice. Cet incendie a été terrible. D'une part, l'action du feu, et d'autre part, l'action de l'eau par les pompiers. Une grande partie de la bibliothèque a été perdue, une partie des manuscrits et une partie des éléments qu'il y avait de décors de films, mais aussi de films eux-mêmes. Cette disparition a été un drame, bien sûr, et avec ma mère, nous avons tout sorti à l'air libre et pu récupérer un certain nombre de documents, un certain nombre de manuscrits aussi. Et à notre grande surprise, il y a eu beaucoup de manuscrits. Finalement, le papier a bien résisté, alors qu'il y avait un ordinateur qui avait fondu. Donc finalement, le papier a tenu le coup. Et au décès de mon père puis de ma mère et de cet incendie, s'est posé le problème pour moi de ce qu'allait devenir tout ce qu'il y avait dans cette maison. Et que si je ne faisais pas quelque chose, tout cela allait disparaître. Petit à petit, je n'étais plus la seule à être préoccupée par cela, mais il y a de nombreuses personnes, à commencer par Ali Safi, qui a fait Enquête de la 7e porte, un film où il y a des entretiens avec mon père les 3 dernières années de sa vie, et qui a été présenté à Berlin, à la Berlinale, en 2017. Il y a Léa Morin aussi, et la Cinémathèque de Tanger, avec lesquelles nous avons fait une rétrospective sur Ahmed Bouanani et sur Naïma aussi. Il y a eu aussi de nombreuses traductions de l'hôpital qui étaient déjà parues de son vivant. Et parmi tous ces manuscrits, il y en a eu un qui était très attendu, dont lequel il avait beaucoup parlé. C'est l'histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986, La 7e porte, dont je vais vous montrer le livre. Le voilà. C'est un livre qui est constitué de 3 manuscrits et qui a été écrit en 82, 84 et 86. Et nous avons mis 7 ans à reconstituer ce manuscrit avec Omar Barada, Marie-Pierre Boutier, Ali Safi, et l'édition avec laquelle on a travaillé, les éditions Cultes, qui sont basées à Rabat. Et nous avons pu enfin le faire paraître en 2020. Ça a été un très long travail. Mais ce travail, il reste encore beaucoup à faire. Le livre est une histoire. C'est un travail qui a été commencé avec peu de moyens. Il n'y avait pas encore Internet aussi. Mais on se rend compte que même en ayant Internet aujourd'hui, il n'y a rien qui est accessible de l'histoire du cinéma marocain ou de l'histoire du cinéma maghrébin. Il y a vraiment très, très, très peu de choses sur le net. Et c'est cela qu'on voudrait changer, faire qu'il y ait une présence sur la toile. Et pendant maintenant 10 ans, nous avons travaillé avec de nombreuses personnes, ce qu'on a appelé les Bouananiens ou le collectif Bouanani. Et nous avons enfin créé une association qui s'appelle les Archives Bouanani,
Et nous avons eu l'occasion de cette exposition qui a été présentée à Marrakech hier, dont le lancement de l'exposition, tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid, qui est en fait un titre un chapitre de la 7e porte. Désolée, j'ai perdu le fil. Pardon. Excusez-moi. Donc, je vais vous montrer une affiche, pardon, de cette exposition dont je vous parle. Hop, elle est dans le bon sens. Voilà. Voilà. C'est une exposition avec le programme Awel, avec Nadir Bouhmouch et Soumaya Aït Ahmed, qui travaillent, eux, sur les archives oraux. Et nous avons mis en place une exposition dans un riad composé de 5 pièces, où les archives Bouanani ont occupé 4 pièces dans le lieu, et où nous avons invité un jeune artiste en résidence qui s'appelle Driss Ouammar, qui réalise des films d'animation et qui va interagir avec les archives, avec des éléments de films et des éléments des traditions populaires aussi. Par exemple, d'une figure qui s'appelle la Taronja, qui est une poupée fabriquée pour lutter contre la sécheresse. Il y a aussi une programmation de films qui sera à Marrakech et aussi dans d'autres villes du Maroc. Et nous faisons aussi une plateforme à partir d'atomes pour pouvoir partager sur la toile non seulement les archives, mais qui concernent aussi le cinéma, mais aussi la documentation non filmique, qui est aussi importante, qu'elle soit administrative ou photographique, ou aussi de l'ordre d'autres métiers dont on parle moins dans le cinéma, qui sont les décors, les costumes, le maquillage, ou les photographes, enfin, tous les autres métiers techniques dans le cinéma. Voilà, j'avais envoyé 2 visuels. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir. I think we'll be able to show one in just a moment. Donc, on va projeter ou on va montrer une de ces visuels Voilà, donc ça c'est sur l'écran. Alors ça c'est la famille Bouanani, Naïma, Saoudi, Ahmed Bouanani et Batoul Bouanani, qui tous les 3 ont travaillé dans le cinéma. Ma sœur était costumière. Et Ahmed Bouanani, poète, cinéaste, écrivain et poète. Et Naïma, donc, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et aussi, parmi toutes les choses qu'il y a aussi, puisque j'ai parlé de poésie et d'écriture, Ahmed Bouanani était aussi romancier et scénariste. Et il y a beaucoup de manuscrits, de scénarios, de poésie, de romans encore à venir et à publier. Et
avec ce collectif Ahmed, non, pardon, Archives Bouanani, il y a une prochaine exposition qui sera aussi à Rabat, qui s'appelle À la recherche du trésor perdu, où nous axons sur la notion de trésor. Qu'est-ce qu'un trésor? Puisque finalement, même un document papier aussi peut être un trésor, parce qu'il il raconte une histoire dont on n'a plus trace. Et il y aura, dans les 2 expositions, il y a un focus sur le pionnier du cinéma marocain, Mohamed Ousfour, qui a commencé ses premiers films avec Ibn Rabat, Tarzan. C'est passer du rêve à la réalité, de se dire que pourquoi pas moi? Et il a commencé en 1941 avec, en f5 mm, à faire des petits films, à faire des petits films de Tarzan. Et on a, dans l'exposition de Marrakech, nous avons destiné une salle aux enfants avec ce personnage de Osfor et de Tarzan, et nous invitons les enfants à rêver. C'est très important, surtout dans cette période où nous avons passé presque 2 années sans événements et sans rêve finalement. Je vous remercie. Ah, il y a une dernière photo, la 2e photo. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir la 2e photo? Yes, we see it. Thank you. Oui, on la voit. La photo Archives Bouanani. Elle est sur l'écran. Oui. Ah d'accord, je ne la vois pas, mais si vous la voyez, c'est parfait. Voilà, donc c'est notre premier logo. À partir d'un personnage de bande dessinée qu'avait créé mon père et qui était paru dans les années 80 dans un journal. Et nous avons repris cette figure comme une mascotte. Et c'est Nassim Azaza qui a fait le logo. Merci de votre attention. Thank you, Tuda. It's a beautiful image to finish. Merci, merci Touda. C'est une photo très belle afin que nous puissions conclure avec cette photo-là. Alors, j'espère que nous allons pouvoir connecter tous les points, disons, et ceci à travers les questions que je voudrais vous poser. Et nous sommes en train aussi de recevoir des questions de notre public. Alors, je veux juste vous rappeler, cher public, vous pouvez écrire vos questions en anglais ou en français dans la boîte de discussion et nous allons alors répondre aux questions, ceci suivant notre temps. Alors, je voudrais commencer par vous poser la question suivante. Il y a quelque chose qui émerge de la présentation de Sido, et comme il a brièvement qu'il y a des étudiants qui viennent de l'école d'archivage à Tétouan et qui viennent à la Cinémathèque de Tanger, je sais, afin de travailler avec l'archive. Et d'un côté ou d'un autre, il a suggéré qu'ils sont en train d'apprendre de l'archive. Et je pense que nous pouvons appliquer le même principe sur le travail que vous êtes en train de faire.
Et ceci peut-être peut offrir des possibilités aux étudiants, au public, au Maroc et au Maghreb, mais notamment aussi des possibilités, des opportunités à tous ceux d'entre nous qui sont localisés en Outre-mer. En outre, nous avions 6 et 12, Ali and Wonderland ou Ali au Pays de Merveille, mais moins 14, de quelques événements sans signification qui y ont été montrés, et ceci en Europe et dans beaucoup d'autres régions, beaucoup d'autres pays dans le monde entier. Alors, le travail que vous êtes en train de faire aide à la préservation de cette mémoire culturelle au Maghreb, oui, mais aussi ceci met l'accent sur ce que toutes les personnes qui vivent à l'extérieur peuvent faire. Alors, est-ce que vous pouvez parler à propos de votre travail, à propos des défis, à propos de comment ceci peut aider alors les personnes qui sont à l'extérieur, voilà, du Maghreb et de la région du Maghreb? Je peux commencer à répondre peut-être. Oui, tu poses la question pour les personnes qui sont à l'extérieur, mais en effet, le plus important, c'est déjà ces jeunes cinéastes ou étudiants, enfin, toutes ces personnes qui, qui découvrent leur propre histoire du cinéma. Et là-dessus, c'est vraiment la présentation que vient de faire Touda. C'est vraiment très, très important puisque, vous l'aurez compris, le projet pour les années à venir, c'est carrément d'avoir une plateforme en ligne accessible à toutes et à tous avec l'ensemble des archives qui sont conservées au sein de la famille Buonanni, donc les archives qu'avait collecté son père année après année, lui qui était cinéaste mais qui était aussi en train d'écrire cette histoire du cinéma. Donc, toutes ces archives que nous, chercheuses et chercheurs, on a mis peut-être des années à essayer de retrouver à droite, à gauche, il y aura vraiment un endroit centralisé où tout le monde pourra avoir accès à ça. Donc ça, c'est vraiment un projet exceptionnel qui est évidemment tourné vers toutes les nouvelles générations, que ce soit de cinéastes ou de personnes qui s'intéressent à la culture, à l'art, que ce soit au Maroc ou en dehors. Donc, c'est là où vraiment le travail des archives Buonanni est incroyable parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ce que racontait Touda aussi à travers les expositions, à travers les artistes en résidence, c'est cette volonté d'ouverture et de partage de ces archives. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de les conserver, mais aussi de les valoriser, de les faire circuler et que de nouveaux espaces puissent s'ouvrir en fait à partir de ces éléments du passé et de la mémoire. Et là-dessus, ça s'inscrit aussi complètement dans la volonté d'Ahmed Buonanni. C'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Donc, ce que Touda est en train de faire avec le comité, et j'ai la chance d'en faire partie aussi, c'est d'essayer de prolonger en fait ce travail qui avait été mené par Ahmed Buonanni. Enfin, voilà, c'est comme ça que je voulais répondre. Mais... Oui, le partage avec les jeunes générations artistes ou cinéastes est vraiment très important. Et, et c'est quelque chose que nous voulons vraiment mettre en œuvre, qu'il n'y ait pas en fait une sacralisation de l'œuvre, mais plutôt un partage, une discussion, et même en fait, que les gens s'en emparent vraiment. C'est en tout cas ce que nous voudrions atteindre. Et je Can I raconte... follow up by asking then, what Est-ce is que je peux vous poser une autre question? D'après vous, qu'est-ce qui est vraiment particulier, vraiment vital à propos de cette période lorsque nous pensons à propos de tout ce cinéma? Je sais que vous êtes intéressé par les années 70, les années 60, les années 80. Qu'est-ce que nous pouvons en apprendre actuellement? Quelle est cette relation aujourd'hui, notamment avec cet héritage, avec les Marocains?
Oui, j'allais rajouter quelque chose et ça rejoint peut-être la question que tu viens de poser. C'est après, depuis que le film de Mustapha Terkaoui, donc son premier film de quelques événements sans signification, est à nouveau visible et qui circule, bon, et j'espère qu'il va circuler de plus en plus encore. J'ai eu des retours comme celui d'un jeune cinéaste qui disait peut-être que mon cinéma n'aurait pas été le même si j'avais vu ce film avant, c'est-à-dire pour s'inscrire vraiment aussi dans cette continuité-là de ce cinéma. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire moi, quand j'ai commencé à entrer un peu dans cette histoire du cinéma au Maroc, il y avait un peu de choses qui se disaient et qui en fait étaient fausses. C'était d'un côté cette idée d'un cinéma marocain, d'un premier cinéma marocain qui serait peut-être, je sais pas, ennuyant, qui est perdu, qui n'était pas forcément très intéressant, comme si la nouvelle génération arrivait dans les années 2000, alors qu'il y avait un cinéma absolument inventif, avant-gardiste, créatif, radical à cette période. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important de le redécouvrir maintenant. Et puis, il y avait aussi cette idée qu'il n'y avait rien avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'archives, que rien n'est conservé, que rien n'existe, que c'est un pays sans mémoire, etc. Alors que finalement aussi, il y a énormément de choses, ne serait-ce que chez Buonanni, dans les différentes bibliothèques. Enfin, il y a ce manque d'une institution nationale, évidemment, qui soit capable de centraliser tout ça, mais il n'y a pas un vide non plus de l'archive. Il y a, on peut consulter toutes les revues que j'ai montrées, elles existent dans les bibliothèques, elles sont accessibles aux chercheuses et aux chercheurs. Donc c'est quelque chose aussi important pour les jeunes générations de cinéastes de pouvoir essayer d'aiguiller aussi vers ces lieux. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi avec un site internet bilingue que j'ai mis en place qui s'appelle cinéma3.com pour mettre vraiment à disposition de manière très simple sur Internet un maximum de documents. Il y a un texte important qui était dans la revue Souffle qui a été traduit en arabe pour la première fois par Ahmed Bouraba en fait, pour le site Internet. Donc, c'est la première fois qu'il est accessible comme ça. Donc, voilà, c'est des exemples. Excusez-moi, je n'avais pas entendu la question. I asked Tuda, Alors, Toda, j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez, quels sont les enjeux d'appelez vous en se retournant à cette période particulière pour les cinéastes et pour les étudiants aujourd'hui. Qu'est-ce que cette période peut nous apprendre pour le présent actuel? Je vois que la vidéo de Tuda est figée alors que nous l'attendons. Peut-être que je vais poser une autre question qui vient de notre public. Et cette question vient de Saïd Chalal qui nous demande le suivant, qui nous demande à propos de la censure. Et c'était une question qui a été posée en premier à Tuda à propos de l'expérience que Boanani avait avec la censure sur Mémoire 14. Mais aussi, je peux vous poser la question à vous, chère Léa, et ceci à propos de l'expérience de censure dans les films de Derkaoui. Peut-être que vous pouvez en parler un tout petit peu de ce problème de censure dans le passé et peut-être les défis actuels auxquels font face les personnes qui travaillent avec ces archives aujourd'hui dans le présent. Oui, c'est vraiment ce que j'avais essayé de mettre en avant dans ma présentation, c'est qu'il y avait un cinéma qui était pensé, imaginé par ces jeunes cinéastes après l'indépendance du Maroc et qui s'est trouvé face à un État qui avait une autre vision du cinéma. Bon,
question de censure, d'interdiction, c'est quelque chose d'assez complexe. Il ne faut pas non plus réduire ça à l'idée de la pure censure. Donc, le film de Mustapha Derkaoui, il a été interdit, tout simplement, interdit de diffusion, interdit d'exportation. Ce n'est pas une censure dans le sens, c'est pas comme le film de Bouanani qui, lui, a été censuré, c'est-à-dire qu'une partie du film, il a dû remonter son film. Là, le film a été purement interdit. Ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience violente, l'interdiction d'un premier film pour un cinéaste. Donc, il aura mis pas mal d'années à retourner des films ensuite, pour devenir ensuite le grand cinéaste et très prolifique qu'il est aujourd'hui, puisque Mustapha Derkaoui reste aujourd'hui le cinéaste qui a le plus réalisé de films au Maroc, alors qu'il n'est plus actif depuis une quinzaine d'années. Mais donc voilà, c'est resté une grande souffrance, quoi, je dirais, un titre personnel. Et puis voilà, il y avait ce que j'expliquais dans l'introduction, tous ces cinémas qui n'ont pas pu vraiment éclore, quoi. Tous ces cinéastes, comme un cinéaste que j'aime beaucoup, Karim Idriss, qui a réalisé des magnifiques films quand il était étudiant en Pologne, et qui finalement n'a jamais réussi à réaliser son cinéma, parce qu'il y avait à cette période, voilà, cette vision qui venait s'entrechoquer. Mais si jamais Toudala pourra évidemment en dire plus, parce que c'est aussi l'empêchement, c'est aussi toute l'histoire de Ahmed Bouanani, donc je vais la laisser parler. Je suis désolée parce que j'étais déconnectée. J'ai juste compris qu'il s'agissait de censure, mais je n'ai pas entendu la question. Pour Mémoire 14, la censure, autour de Mémoire. Ah, oui, donc j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais assez mal en fait. Donc, je disais que une partie avait été censurée, qui était sur la guerre du Rif. En fait, il y en avait deux. Il y avait aussi une autre partie qui était censurée, qui était sur un guerrier résistant qui s'appelait Mouhaou Hamou. Et ces deux histoires ont été effacées en fait, à ce moment-là. On ne pouvait pas parler de ça. Et du coup, en fait, cette partie a été enlevée. Le film devait durer 1h30 et il ne dure que 25 minutes. Papa en rigolant disait d'ailleurs que le film avait tellement été coupé qu'il allait avoir du mal à suivre son propre film. Ils disent ça pour rire, bien sûr. Mais il y avait aussi, d'ailleurs, il parlait aussi d'une autre, pas d'une censure en fait, mais d'une absence. Que dans les films, enfin dans ce qui était filmé par les Français, il y avait très peu de portraits ou de visages de Marocains. Et donc, en faisant les portraits des hommes et des femmes du Rif, non seulement il a pallié à l'absence de l'histoire au niveau du Maroc, mais il a pallié aussi à l'absence des portraits d'hommes et de femmes marocains sous le protectorat. À propos de la censure, il disait aussi en fait que, d'une part, il commençait toujours par les bandes sonores au niveau des films, et il disait souvent que les censeurs étaient plus attentifs à l'image qu'à la bande son, et du coup, il essayait de transmettre des choses plus par le son que par l'image. Et pour la censure, en fait, la censure n'est pas toujours directe, puisque par exemple, pour 6 et 12, il avait présenté le scénario, que le scénario avait été refusé et qu'il n'a pas pu le faire lui-même, et qu'il l'a fait avec ses amis de l'époque qui étaient Chiche et Tazi. Et comme il disait, ils ont fait un film collectif. Et ce n'est en fait qu'en 71, quand il faisait Mémoire 14, et qu'il avait des soucis avec le censeur, qui était en fait principalement le directeur du centre cinématographique à l'époque. Il y a eu l'attentat contre le roi Hassan II, et ce directeur-là, en fait, est mort dans l'attentat parmi les invités. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, a mis fin
à la censure que subissait Ahmed Bouanani, qui était en fait une censure, disons, d'une part parce qu'il avait les cheveux longs pour commencer, d'autre part que quand il était à l'IDEC, tous ses amis étaient communistes. Et voilà, c'est deux choses qui étaient plutôt malvenues. Thank you. I wonder, Leah, if you could speak. Merci, merci. Alors, Léa, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu à propos de votre travail sur Ali dans le pays des merveilles? Et je pense que ce film nous a émerveillés à tous ceux qui avons vu ce film durant le week-end. Alors, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu à propos des problèmes auxquels vous avez fait face, et ceci en travaillant sur ce film, en travaillant sur la préservation de ce film? Oui, d'accord. Donc c'est un peu une autre histoire, puisque là, on sort du cinéma marocain. Mais bon, il y a énormément de points communs quand même, parce que donc, ce film a été réalisé aussi dans un contexte très particulier. Ça rejoint le cinéma de Moumen Smihi, d'ailleurs, qui avait réalisé un film qui interrogeait aussi la réalité des conditions de travail des marginalisés en France, dans ce contexte de déplacement, ou comme on dit aussi d'immigration. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ce film. C'est quand je commençais une recherche aussi sur un corpus en fait de cinéma, puisque ces cinéastes qui étaient allés étudier en France depuis le Maroc, depuis la Tunisie, depuis l'Algérie, se sont souvent retrouvés à réaliser des films sur la condition des travailleurs immigrés à l'étranger. Et il y a dans plusieurs films qui m'ont particulièrement marqué, comme les films de Madondo, de Sidney Sokona, avec cette tentative de donner la parole, de prendre la parole aux premiers concernés, quoi. Et l'utilisation aussi de la pellicule. Et ce film-là, Ali au pays des merveilles, donc réalisé par Djoura Abouda et Alain Bonamy en 1976. Ils étaient tous les deux étudiants en cinéma à l'Université libre de Vincennes. Et c'est là qu'ils ont mené un peu leur projet de cinéma. Au départ, ils ont réalisé des films expérimentaux, 2 courts-métrages expérimentaux. Et puis très vite, ils ont voulu lier leur engagement politique quotidien avec leur recherche plastique. Et c'est comme ça qu'est né ce film, comme une tentative de lier le cinéma expérimental et l'approche militante, enfin leur militantisme. Et ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, puisqu'on est à une période quand même, les années 70, où il y avait d'un côté le cinéma militant, de l'autre côté le cinéma expérimental, le cinéma de pure recherche de forme. Et ce film-là vient justement exploser un peu tout ça, essayer d'ouvrir un peu tous ces contours. Ils veulent vraiment sortir le cinéma expérimental qu'ils jugent vraiment purement formel, le sortir de son ghetto et s'attaquer à des problématiques politiques, des problématiques sociales. Et donc, je tombe sur ce film notamment à travers un entretien de la co-réalisatrice, Djoura Abouda, qui explique dans la revue Cinémaction, la revue de Guy Bell, puisque sur ce film, il n'existe quasiment aucune trace, donc c'est le seul entretien où elle disait en tant qu'Algérienne, je voulais travailler sur la matière cinématographique, car je ne voulais pas copier le cinéma français. Donc là, on est vraiment dans ce que je racontais tout à l'heure, cette recherche d'une troisième voie, d'un autre cinéma, d'un cinéma qui soit propre à une culture, à une identité, voilà, de ne pas copier, mais de chercher. Et elle a mené cette recherche dans le cinéma expérimental. Donc à partir de là, j'ai voulu voir le film, tout simplement, par pure curiosité. C'est comme ça que tout a commencé. Et puis le film n'était pas disponible. Il existait juste une copie qui avait été montrée au début des années 2000, de toute petite par Nicole Brenez à la Cinémathèque française. Une copie rouge, inaudible, qui donnait vraiment pas la force et la puissance du film. Donc j'ai commencé à contacter la réalisatrice, le réalisateur, et essayer d'identifier et de localiser les négatifs, et puis mener ce travail de restauration qui, mais bon, on va peut-être pas entrer dans des choses trop techniques, était assez complexe puisque les négatifs étaient très abîmés. Donc c'est un travail qui a été mené à Éclair Classique, l'image retrouvée à Paris. Et il a fallu composer avec les négatifs, les originaux, et cette fameuse copie 16 mm dont j'ai parlé tout à l'heure,
pour arriver à ce résultat. Alors, il vient tout juste on vient de finir la restauration. Il a été montré cet été à Marseille, à Bologne, et voilà, on espère qu'il va être montré. La réalisatrice accompagne le film, donc s'il y a des programmatrices, des programmateurs qui nous écoutent, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi aussi, puisque j'essaye de le faire circuler. Voilà. C'est un film aussi, j'allais dire, donc déjà réalisé par une femme, ce qui m'intéressait particulièrement, parce que c'est vrai qu'on se trouve vite, quand on travaille sur cette période des années 70, à travailler que sur des cinéastes hommes, les femmes étant plutôt, en tout cas dans le cinéma marocain, les premiers films réalisés par des femmes sont arrivés un petit peu plus tard. Et aussi le film donne la parole à des femmes, c'est-à-dire des travailleuses immigrées, quelque chose qui est aussi très rare dans les différents corpus de films que j'ai pu voir, où c'est toujours l'homme qui a la parole. And I would follow that by saying, I think it's important that so many. Et je voudrais mentionner aussi qu'il est vraiment important qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent actuellement sur cet héritage, qui sont des femmes. Et voilà où nous voyons cette énergie aujourd'hui. J'ai deux autres questions de notre audience maintenant. Alors, si vous avez quelconque autre question, alors, Monsieur Halili écrit à Touda, je suis vraiment impressionné par votre approche envers les archives de Bounani. C'est un matériel vital et vivant qui peut être activé à travers plusieurs méthodes, notamment à travers la plume d'artistes jeunes. Et comme ça, vous n'allez pas donner vous n'allez pas archiver ou donner cette archivation de cette archive. Alors maintenant, vous pouvez restaurer le droit des Marocains d'avoir leur propre image, d'avoir leur propre culture. Alors Touda, est-ce que vous pouvez commenter sur cette question? Alors je pense que nous avons perdu Touda à nouveau à cause des problèmes de la connexion. Alors, je vais laisser ce commentaire exceptionnel pour maintenant et je veux donner maintenant la parole à quelqu'un. Je veux poser une question à Léa, excusez-moi. Alors, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui demandent où est-ce qu'ils peuvent voir Ali au Pays de Merveille à nouveau et en outre, le film de Darkawi. Est-ce que vous avez d'autres plans concrets vraiment pour la distribution? Je pense que Ali sera en France vraiment rapidement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus à propos de vos plans pour faire circuler les films après? Oui, on va essayer, on va bien sûr, oui, vous m'entendez? On va essayer de le montrer au maximum, et pas seulement dans des lieux de cinéma, mais aussi au maximum avec des centres culturels, des écoles. Enfin, on est en train d'essayer de prendre attache avec différents lieux pour que le film soit vraiment diffusé. Voilà. En tout cas, il n'y a pas un plan spécifique. Il faut vraiment pas hésiter si des personnes veulent le voir et connaissent des lieux qui peuvent être intéressés à revenir vers moi. Mais peut-être, si Touda n'est pas revenu, je peux dire un mot aussi sur les archives Boinani, puisque je fais aussi partie du groupe, qui est un groupe assez formidable de personnes engagées pour la création des archives Boinani. On vient juste de créer l'association. Et c'était vraiment l'idée de l'association de passer une étape aussi, parce qu'il y a eu ces 10 dernières années beaucoup de travail mené autour de l'œuvre de Boinani. Bon, évidemment, la publication, la diffusion de ces films, mais il n'y avait pas encore eu un vrai acte pour préserver, diffuser et faire circuler les archives qui sont dans l'appartement familial. Donc là, c'est vraiment un énorme programme de lancement des archives Boinani qui commence avec l'exposition à Marrakech. Il y aura aussi l'exposition à Rabat. Il y aura ce programme de films dans tout le Maroc, et pas que justement dans les grandes villes, mais dans des écoles, dans des universités. Et si des personnes qui nous écoutent font partie d'un club de n'importe quelle université au Maroc ou ailleurs, il ne faut pas hésiter. On a ce programme itinérant qui peut être diffusé partout, qui a été conçu par le cinéaste Ali Essafi, qui permet justement de faire circuler les films de la 7e porte, c'est-à-dire du livre sur l'histoire du cinéma. Il y a cette volonté déjà de montrer les films et puis de partager avec surtout des artistes, des penseurs. On est en train de monter plusieurs programmes de résidence au sein des archives Boinani pour que des personnes puissent, avec leur propre regard,
penser, concevoir, créer à partir des archives de la famille Bouanani, puisqu'il ne s'agit pas que de Ahmed Bouanani, mais également de Neima et de Batoul, et je dirais aussi de Touda, puisqu'elle continue ce travail de collecte. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il s'agit aussi de collecter, c'est-à-dire que moi, dans mon travail de recherche, la même chose pour Ali, on tombe sur d'autres archives privées au sein de cinéastes, et que finalement, les archives Bouanani sont le lieu où on va réunir toutes ces archives. Il ne s'agira pas seulement des archives de la famille Bouanani, mais par exemple, tout le travail que j'ai mené avec les archives d'Abdelkrim Derkaoui, on va les lier aussi pour que les archives Bouanani soient le lieu où on puisse avoir accès à toute cette documentation et où cette documentation puisse être voilà, prise en charge par tous ceux qui le souhaitent, quoi. Voilà. And can you talk about any new or upcoming? Léa, est-ce que vous pouvez parler de projets, de projections dans l'avenir, à part les archives Bouanani? Ça, c'est pour notre public, hein, c'est pour leur donner une idée de votre future programmation. Ou projet. Ouais, il y a énormément de choses à faire. Et ne serait-ce que pour le cinéma de Mustapha Derkaoui, puisque j'ai travaillé des années sur son premier film, de quelques événements sans signification. Mais les 2 films suivants, Les Beaux Jours de Sherazade et Titre provisoire, sont absolument exceptionnels. Donc, j'aimerais aussi qu'ils puissent être montrés, visibles. Donc, je travaille à ça en ce moment. Donc, c'est un travail et puis aussi un travail nécessaire aussi de sous-titrage de ces films. Voilà. Et puis, il faut quand même signaler que le Centre cinématographique marocain est en train de mener un travail aussi pour restaurer un maximum de films. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, on suit ça aussi avec une très grande attention. Et voilà, j'espère qu'il y aura des choses à faire ensemble. Mais voilà, je pourrais dire la première chose qui me tient vraiment à cœur serait de rendre visible et de faire circuler les 2 films. Enfin, tous les films de Mustapha Derkaoui, mais bon, on pourrait dire déjà Titre provisoire et Les Beaux Jours de Sherazade. Thank you. We are almost at Merci time. Léa. Donc, nous sommes presque à la fin de notre session. Il y a 2 autres questions de plus, mais c'est des grandes questions. Touda, je veux te donner l'opportunité de répondre au commentaire merveilleux de Bouchra Khalili sur l'activation des archives. Et si tu as un dernier mot sur tes efforts de garder ces archives dans le présent, réactiver, réanimer les archives Bouanani. Est-ce que tu peux parler de cela avant qu'on clôture notre session? Well, it seems like we're losing Tuda again. I know she has an Donc, unstable. nous avons perdu Touda de nouveau. Elle a une connexion instable. Donc, il faut reconnaître que tout le monde est patient vis-à-vis de ces défis technologiques et possibilités. Donc, déjà, c'est génial qu'on ait pu se connecter de plusieurs pays, donc être présent. Et je voudrais donc remercier les organisateurs de cet événement, surtout l'équipe Art East, mais surtout les membres de notre panel, Sido, Touda et Léa. Merci beaucoup pour votre travail, l'inspiration que donne votre travail, qui nous aide à créer des questions qui respirent, des questions vives, un engagement pour ce travail important. Donc, si vous voulez regarder l'événement ou écouter les présentations, vous pouvez aller à la plateforme Art East. Donc, c'est écrit dans le chat, le lien.
si vous voulez bien donner une petite subvention pour aider à la diffusion, si vous êtes intéressé par mon livre aussi, donc le lien est aussi dans le chat et je vous encourage à suivre le travail de nos participants. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end ou une bonne fin de semaine. Merci.